Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors aujourd'hui, grande rencontre. Je dis tout de suite, bonjour Sonia Koskas. Bonjour Monique. Sonia, je suis très heureuse de vous avoir sur notre antenne. Je rappelle, pour ceux qui ne vous ont pas encore découverte, mais ça ne saurait tarder, Sonia Koskas est une conteuse qui est née à Tunis, qui a grandi à Sarcelles, qui a baigné dans les contes orientaux, d'abord avec sa grand-mère, qui vous a raconté l'épopée familiale, et le répertoire traditionnel tunisien aux côtés de votre père. Oui. Alors, si j'ai bien compris, et là je vais tout de suite donner le titre de ce petit recueil de contes de Tunisie, les contes judéo-arabes vous habitent toujours, Sonia? Oui, c'est là où plongent mes racines, donc je les trimballe avec moi, toujours plus haut, toujours plus fort. Et voilà. nous allons parler aujourd'hui du mythique Chha, que l'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen en fait. Voilà, Chra, il existe dans tout le bassin méditerranéen, il n'y a que son nom qui change, depuis le Maroc jusqu'au Liban, Syrie et au-delà, puisqu'il continue en Perse et même jusqu'en Chine, où il change encore de nom. Voilà. Il est très connu en France maintenant sous le nom de Nasreddin. C'est le nom turc qui a effacé toutes les autres appellations de ce personnage. Tout le monde raconte Nasreddin avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais enfin voilà, Chra, il est très connu, très populaire, très aimé. Enfin, Vous savez, pour moi, ça reste Chra, ça ne peut pas s'appeler autrement. Vous savez, Sonia, pour les natifs de Tunisie, il y a une phrase, un proverbe qui existe toujours et qui est permanent. Chha fenouednek, et on voit Chha qui tend le bras par-dessus la tête pour attraper son autre oreille. Ah, où est ton oreille? Elle est là. Moi, toute petite, j'ai presque appris à parler comme ça. Quand on faisait quelque chose de stupide, c'était même pas besoin de nous raconter l'histoire. Chha, où est ton oreille? Elle est là, tu fais les choses n'importe comment, réfléchis un peu avant d'agir. C'était ça. Alors, voilà. Sonia Koskas, vous comptez depuis 1992 dans des théâtres, des bibliothèques, des centres culturels. Et il est vrai que vos contes s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Voilà, c'est ça. Je tiens beaucoup au public adulte. Et vous avez publié en 2002 un recueil de contes juifs tunisiens qui s'appelle Les Blanchisseuses et le prophète, Élie. Voilà. Et en 2004, deux recueils de contes. Un qui est apparu chez Syros, Les plus beaux contes nomades. Oui. Et Mon année de sagesse chez Albin Michel, Jeunesse. Oui. Mais il y a eu encore deux autres parutions en 2007, qui étaient deux recueils de contes juifs tunisiens, auxquels je tiens beaucoup. Le premier qui est chez Fly France, dans la collection aux origines du monde, qui sont les contes des juifs de Tunisie. Et chez l'Harmattan également, Shlimou, qui parlait aux oiseaux. Voilà. Alors, ces deux derniers livres sont encore disponibles. Les autres, je ne suis pas sûre, mais ces deux derniers livres sont toujours disponibles. Très bien. Alors aujourd'hui, Sonia Koskas, vous arrivez toujours chez l'Harmattan avec un recueil pour 500 rials d'or, La fortune de Chha. C'est ça. Et là, ce sont des contes de Tunisie. Oui. Et en fait, dans ces contes, on rencontre une princesse, une belle boulangère avec un prince fils de cordonnier, un mendiant qui donne des leçons au sultan. On a vraiment, en vous lisant, on s'imagine un petit peu dans le contexte, on s'imagine dans le palais du sultan, on s'imagine avec Chha, le fou sage. On est présent et Chha est présent tout au long. Ne nous quitte pas, bien après avoir fermé ce livre. Oui, j'espère et je suis bien contente. C'est vrai que je m'efforce de rendre des images, puis des saveurs, des couleurs, toute une ambiance qui est attachée à cette Tunisie. Alors, on l'a appelé conte de Tunisie, ce qui est vrai, avec quand même un entrefilet qui indique que ce sont des contes judéo-arabes, puisque Chra n'est pas spécialement juif, mais il nous appartient aussi. Mais les trois autres contes sont des contes qui ne sont pas des contes religieux. Conte juif, ça ne veut pas dire conte religieux, mais qui ont été recueillis auprès de
juifs de Tunisie et qui ont, on voit plus ou moins fortement des thèmes juifs, entre autres la première de ces trois grandes histoires qui se passe un peu avant Pessah et où on voit un pauvre diable voilà, qui a beaucoup de difficultés à trouver de l'argent pour préparer la fête. Voilà. Alors Sonia, on va commencer tout de suite avec ce conte. Oui. Allez-y. Avec le conte qui porte sur l'héritage. Sur l'héritage de Shra. Voilà. Mais oui, parce que Shra, tout le monde connaît Shra, mais en réalité, il y a une chose qu'on dit jamais, je ne sais pas pourquoi, mais Shra, il avait un frère jumeau. Et tous les deux étaient vraiment des pauvres parmi les pauvres. Et ils survivaient grâce à la bonté du bey qui tous les vendredis matins faisait l'aumône. Il avait tous ses pauvres et à chacun il donnait un petit quelque chose pour ne pas mourir de faim. Shra était là, le frère était là et chacun repartait avec sa petite obole. Or voilà que le frère de Shra vient à mourir. Alors on le pleure évidemment, on le met en terre, un enterrement de pauvre, hein, c'est tout ce qu'il peut avoir. Et le vendredi suivant revient. Et Shra il est là, comme d'habitude dans la file des mendiants. Et le bey lui fait ses condoléances et puis il lui donne ce qu'il lui donne chaque semaine. Alors Shra est étonné, il le regarde, il tend la main, il dit la part de mon frère. Ah mais Shra, le pauvre ton frère, il est mort. Oui alors, qui est-ce qui hérite? C'est toi ou c'est moi? Voilà. Elle est très bonne et vraiment à l'entendre à chaque fois, et vous aurez bien compris chers auditeurs qu'il faut absolument l'entendre raconter par Sonia Koskas, on en rit toujours. Alors Sonia, et si on attaquait la dette? Alors la dette, Shra il est dans son lit. Il est marié maintenant, et seulement ce jour-là, il tourne, il se retourne, il n'arrive pas à dormir. Tu sais, quand tu dors pas, tu tournes, tu te retournes, tu peux pas. Et seulement Aïcha, sa femme à côté, elle peut pas dormir non plus, évidemment. Alors à la fin, elle en a marre, elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu dors pas? Eshbik, ya Shra, eshbik, ya Shra. Voilà. Et c'est parce que je dois 20 dinars à Monsef. Tu dois 20 dinars à Monsef et tu dors pas? Oui, c'est parce que je dois les lui rendre demain. Et je les ai pas. Ah! Attends. Alors la femme, elle se lève, elle ouvre la fenêtre et elle appelle. Monsef! Yeah, Monsef! Monsef, c'est le voisin d'en face. Il ouvre la fenêtre, il se lève tout ensommeillé comme ça. Ah! Aïcha, c'est toi? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi tu me réveilles à cette heure-ci? Dis-moi, ça, il te doit 20 dinars? Oui. Et il doit te les rendre demain? Eh oui. Eh bien, il te les rendra pas. Voilà, c'est tout, va te coucher maintenant. Et elle se tourne vers Shra et elle lui dit, maintenant tu peux dormir. C'est lui qui dormira pas. La phrase est très belle pour conclure. Emshi Enas va dormir maintenant. Voilà. Alors Sonia Koskas, oui. Si on parlait des 9 pièces d'or... Eh bien oui, parce que Shra, c'était un miséreux. Et la misère, il pouvait la fortune, il pouvait la voir qu'en rêve. Et justement, cette nuit, il a fini par s'endormir grâce à sa femme. Eh bien, il fait un rêve magnifique. Il rêve que dans ses mains ouvertes tombent une à une des pièces d'or. Une pièce d'or, 2 pièces d'or, 3 pièces d'or, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et ça s'arrête là. Il regarde ses mains, il crie en regardant le ciel. Mais alors tu ne sais pas compter jusqu'à 10. Et à ce moment-là, il se réveille. Il voit ses mains qui sont vides. Alors il referme les yeux, il serre et il dit ça va. Tu peux quand même m'envoyer les 9 pièces d'or. Ebatham. Et l'aumône de Shra? Alors, toujours en rêvant, hein, puisque c'est la seule manière de s'enrichir, Shra priait Dieu. Et il lui demande concrètement cette fois, dis-moi Dieu, donne-moi un dinar. Un dinar, c'est rien pour toi. Alors 2 dinars, 3 dinars, donne-moi 1, 2, 3, rien à faire, ça marche pas. Un jour, il réalise, il dit, mais quel imbécile je suis. 1 dinar, 2 dinars, 3 dinars, Dieu, il peut même pas m'entendre pour ça. Non, il faut que je lui demande quelque chose à sa mesure. Dieu, s'il te plaît, donne-moi 10 000 dinars. Si tu me donnes 10 000 dinars, je
je garde 9 000 et je donne 1 000 dinars aux pauvres. Toujours rien. Ah, je vois, tu n'as pas confiance en moi. Alors écoute, tu me donnes 1 000 dinars et tu te charges toi-même de donner les 1 000 dinars aux pauvres. Voilà. On rit de bon cœur, Sonia. Oui, on rit, il y a beaucoup de sagesse hein, là-dedans. Oh, c'est Il vaut beau. mieux rire, il vaut mieux rire. C'est beau, ce miséreux, le pauvre. Et les riches et les pauvres. Un jour, il va résoudre le problème. Enfin, il va essayer. Grâce à sa femme, hein, vous savez qu'il fut un temps qui est aboli aujourd'hui, pas partout, mais quand même, où les femmes ne pouvaient pas agir. Alors, même si c'était des fortes femmes, comme était la femme de Shah, on l'a vu avec l'histoire tout à l'heure, elle lui dit, mais enfin, Shah, regarde ça. Regarde cette injustice. Les riches, ils vont, ils sont gros, ils sont gras, ils ont des beaux habits, ils mangent bien. Nous, on n'a rien à se mettre dans le ventre. Alors, fais quelque chose, agis pour qu'il y ait un peu de partage. Oh, ça, il dit, ma femme, tu as raison. Il sort, il ameute tout le quartier, il fait un grand discours et il rentre content. Mais content, sa femme lui dit alors, ça y est, oui, j'ai parlé de notre cause. Et alors, tu as réussi à convaincre les gens? Oui, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi à moitié. Comment ça, à moitié? Eh bien, j'ai réussi à convaincre les pauvres. Sacré menteur. Et sacrée bonne femme, Aïcha. Ah là, voilà. C'est important, c'est important. Mais bien sûr, le personnage d'Aïcha est très important. Et vraiment, là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître. Bien sûr. Sonia Koskas, l'ami à 30 dinars. Alors, parce que Shrek, à force de chercher à s'élever socialement, il a quand même réussi à percer certains milieux. Et voilà qu'il a maintenant un ami riche. Enfin, en tout cas, par rapport à lui, c'est un ami très riche. Et bon, c'était peut-être pas le meilleur ami choisi, parce que c'était un homme suffisant, fin, quelqu'un qui portait des beaux habits, vous voyez, qui était très fier comme ça. Et un jour, cet homme était chez lui avec Shah, il l'avait invité, c'était un de ses propres amis, et il était dans sa chambre, et il a essayé une nouvelle jubba, toute neuve, qui venait s'acheter, il se retourne devant sa glace, il s'admire. Et il dit à Shah, il le prend à témoin, il lui dit, t'as vu comme je suis beau? T'as vu comme je suis beau? Là, on voit vraiment ma valeur avec cette jubba-là. T'as vu, dis-moi à ton avis, combien je vaux? Hein? Combien je vaux? Dis-moi un chiffre. Shah, il le regarde. Bien, il regarde encore sous toutes les coutures et il lui dit, toi, tu vaux 30 dinars. Quoi? 30 dinars? Moi, je vaux 30 dinars. Mais mon costume, il vaut 30 dinars. Mais oui, a dit Shah. J'ai tenu compte du prix du costume dans mon évaluation. Et moi, je crois qu'après ça, il a perdu son ami. Mais c'est pas dit. Sacrée Sonia. Sonia Le Salouel. Alors, bon, maintenant qu'il essayait de s'introduire dans le beau monde, il lui fallait des beaux habits. Alors, il se présente chez un marchand d'habits. Et il lui demande d'essayer un sarouel. Alors, il essaye un sarouel, ça va pas. 2 sarouels, ça va pas. 3. Bon, finalement, il trouve celui qui lui convient. Voilà, c'est celui-là que je prends. Le marchand lui fait un paquet. Et je crois qu'il prend le paquet, puis... Non, il le repose sur le comptoir, il dit non, finalement, c'est pas un sarouel que je veux. Je vais prendre une jubba. Alors, il essaye une jubba, 2 jubbas, bon. Il finit par jeter son dévolu sur une magnifique jubba blanche, ornée d'un liseré blanc du meilleur goût, vraiment. Ah, celle-là, c'est très bien. Et donc, le marchand lui fait un paquet, Shah le met sous son bras et il part. Le marchand lui court après, il lui dit, mais Shah, tu me l'as pas payé, la jubba? Elle dit, évidemment, je te l'ai pas payé parce que je t'ai donné le sarouel à la place. Quel bon sens! Ah là là, ben oui. Quel bon sens! Il a eu du mal, voilà. Après la jubba, il lui faut des chaussures. Bien donc, sûr. Il va chercher des babouches. Il va chez le cordonnier, il regarde, il essaie, il cherche, il trouve les bonnes babouches, il dit c'est combien ça? C'est 20 dinars. Ouh, 20 dinars, c'est beaucoup 20 dinars. Je te donne 10 dinars. Alors 10 dinars, lui dit le cordonnier, rien que le cuir il me vaut plus que ça. Alors ils discutent, 10 dinars, 20 dinars, 19 dinars, 11 dinars, enfin bon, ils tombent d'accord sur 15. Met le paquet sous son bras. Ah oui, attends, seulement je ne les ai pas les 15 dinars. Tu peux pas me faire crédit? Quoi, lui dit le marchand? Quoi? En plus, tu me demandes de te faire crédit, mais tu vas me mettre sur la paille.
Écoute, c'est à crédit ou sinon tu reprends les babouches. Bon. Le marchand, il préférait quand même faire cette affaire, il accepte, il dit bon d'accord, allez va. Et il sort. Seulement, il y avait un homme qui était là, qui était un peu dissimulé à la porte de la boutique, il avait suivi toute la scène. Il aborde Shah et il lui dit, dis-moi Shah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as marchandé? De toute façon, c'est babouche, tu vas jamais les lui payer. Non, a dit Shah, bien sûr, je vais pas les lui payer, mais comme ça, le pauvre, il va perdre moins d'argent. Voilà. Et alors, que lui arrive-t-il avec cette jumba toute neuve? Et ben, maintenant qu'il a des beaux habits, ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il la porte et il sort pour se faire admirer. Choufoni Enes. Hein? Choufoni Enes. Regardez-moi. Voilà. Regardez-moi. Et il marche comme ça. Et les gens regardent à leurs fenêtres. On sort des maisons. Ouh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Mabrouk, Mabrouk, venez voir, venez voir. Venez voir ça comme il est beau. Et lui, il avance. Il est fier. Il marche comme un prince de conte de fées. Et à ce moment-là, passe au-dessus de sa tête un vol d'hirondelles. Un vol d'hirondelles qui n'ont aucun égard pour la jubba neuve. Et voilà, en un instant, la jubba maculée de taches immondes. Chacun retient son souffle, un bel abîmé comme ça. À ce moment-là, il tombe à genoux, il lève les bras au ciel et il crie « Merci mon Dieu, merci !» Ouh, on est gêné. On regarde ailleurs, on détourne les regards et on se dit « Il est fou !» Déjà qu'il était à moitié, maintenant il est complètement maboule. C'est le choc, là, c'est sûr, c'est le choc. Il a dépensé tous ses sous pour la jubba. Et là, il y a un homme qui s'approche, il est toujours par terre, à crier merci, merci mon Dieu. Il y a un homme plus sage, peut-être que les autres, qui sort de la foule, qui s'approche de Shah et qui lui dit, écoute Shah, lève-toi là. Ah non, je me lève pas, je dois remercier Dieu pour ses bienfaits. Oui, certes, il faut remercier Dieu tous les jours, mais là, en l'occurrence, le moment est mal choisi. Non, dit Shah, je remercie Dieu de ne pas avoir donné d'elle aux chameaux. Voilà. Et alors, enfin, Shah trouve du travail. Et oui, Shah, il finit par... bon, il quitte Tunis, hein. Il va s'installer un peu dans la campagne, là, et il ouvre une petite auberge. Une petite route de campagne, bon, enfin, il a un vrai travail, voilà. Et arrive un jour chez lui un seigneur, accompagné de toute une suite, avec un beau cheval, un harnaché d'argent, des beaux habits, des belles chaussures. Et cet homme-là, il demande à manger. Shah, il cherche dans son garde-manger ce qu'il trouve, et il va lui préparer une omelette. L'homme mange l'omelette, elle est bonne, ton omelette, et puis il demande l'addition. Et Shah pose l'addition sur la table, et le seigneur, quand il découvre la note, il lui dit 50 dinars. 50 dinars pour une omelette, dis donc les œufs sont rares par ici. Et Shah lui répond, ah non Seigneur, ce ne sont pas les œufs qui sont rares, ce sont les seigneurs. Voilà. Et alors, bien sûr, dans la campagne... Après, finalement, il a trouvé un bon métier. Hein? Un bon métier, il a exercé pendant pas mal d'années, c'était celui de contrebandier. Hein? Il était à la frontière là, avec l'Algérie et tous les jours, il passait cette frontière avec un âne. Un âne qui portait le bas sur le dos. Et à la frontière, il y avait un douanier. Un douanier qui était persuadé que Shah faisait de la contrebande. Et tous les matins, quand Shah passe, le douanier fouille le bas, il fouille, et ça dure 10 ans, ça dure 20 ans. Tous les matins, il fait la fouille et tous les matins, il ne trouve rien. Et puis un jour, le douanier devient vieux, il prend sa retraite. Et Shah devient vieux aussi, il prend sa retraite. Et voilà que bien plus tard, les deux vieux, ils étaient des compagnons de route en quelque sorte. Ils se retrouvent au café, comme souvent. Et l'ancien douanier, il en peut plus, il veut mourir en paix. Il lui dit, écoute, dis-moi Shah, maintenant tu crains plus rien. Dis-moi, au moins que j'ai l'esprit libre. Dis-moi, est-ce que tu faisais de la contrebande? Qu'est-ce que tu passais? Eh bien oui, a dit Shah, bien sûr que je passais. Je passais quelque chose. Mais quoi, dis-moi? Mais imbécile, ce que je passais, c'était les ânes. Voilà. Il a tellement passé les ânes qu'il arrive en pèlerinage au lac de Oui, Tibériade. oui, bien sûr. Un jour, il va faire un pèlerinage en Terre Sainte. Hein? Il va et alors il voit consciencieusement tous les lieux saints du judaïsme, tous les lieux saints du christianisme, tous les lieux saints de l'islam. Et un jour, il est au bord du lac de Tibériade, il va pour traverser. Il y avait là un passeur avec sa barque là,
Et avant de monter à bord, le passeur lui demande 15 shekels. 15 shekels? 15 shekels, c'est cher, c'est fou, tout ce petit bout de merde, rien du tout, là. Ah oui, mais enfin, le lac de Tibériade, tu comprends, c'est pas n'importe quel lac. Ah bon, c'est pas n'importe quel lac? Mais oui, c'est le lac que Jésus a traversé à pied. Ah, Shra lui répond, évidemment, à ce prix-là. On comprend qu'il ait préféré y aller à pied. Et alors, Voilà. donc, on est en Terre Sainte, on n'est pas très loin de l'époque l'Empire Ottoman, et Voilà. la devise du sultan. Là, les trois comptes qui restent sont assez longs. Moi, je viens les dire, hein. On peut y aller. Non, vous allez surtout les résumer, Sonia. Alors, on va plutôt les résumer. La devise du sultan. Eh bien, c'est l'histoire d'un pauvre type, un pauvre juif, qui faisait ce qu'il pouvait pour ne pas mourir de faim, lui aussi. Il faisait le portefeuille, il vivait à la petite semaine, sa femme aussi travaillait. Et voilà que arrive la fête de Pessah. Elle est dans un mois et on sait que la fête de Pessah, la fête de Pâques, elle est très exigeante. Et pour les pauvres gens, eh bien, c'est un casse-tête. Parce qu'il faut être habillé propre, au moins. Neuf si on peut, mais enfin au moins propre. Il faut mettre beaucoup de choses sur la table, il faut une vaisselle spécifique et ça c'est très compliqué. Quand sa femme lui montre la vaisselle de Pessah, mon Dieu, d'une vaisselle de fer blanc, et bien au milieu de toute cette vaisselle misérable, l'homme il trouve un tagine, une vieille cuillère, il prend ça, il ramasse sur le sol un vieux tapis et il va s'installer au souk avec son idée. Et il se met juste entre le souk des bijoutiers et celui des parfumeurs. Autrement dit, un coin du souk fréquenté par les gens riches. Et c'est là qu'il se met à crier. Des conseils, je vends des conseils, 1 dinar le conseil. Et c'est là qu'il croise le fils du sultan. Et il lui vend comme conseil, sois toujours prudent, ne prends que ce que tu connais. Le fils du sultan, il n'apprécie pas du tout d'avoir donné 1 dinar pour un conseil pareil. Il rentre chez son père et en demandant de mettre cet homme en prison, mais le sultan est un homme sage. Il renvoie son fils et lui dit, tu es un imbécile, tu n'as rien compris, va-t'en, laisse-moi réfléchir. Et le sultan trouve que cette sentence, sois toujours prudent, ne prends que ce que tu connais, est d'une telle sagesse qu'il en fait sa devise. Il a fait inscrire partout dans sa maison, dans son palais, et le temps passe. Et puis voilà que le sultan tombe malade, il fait venir le médecin pour une saignée. C'est là qu'on apprend que le sultan, bien entendu, a un vizir. Et dans les contes, quand il y a un sultan et un vizir, c'est là qu'il commence à se passer quelque chose de dramatique. Et effectivement, ce vizir-là est un traître. Il complote contre son maître. Et voilà que c'est le sultan qui lui donne le moyen de se débarrasser de lui. Il va voir un sorcier qui lui prépare un poison violent et qui fait tremper le couteau, un petit couteau à saigner dans ce poison violent. Et le lendemain, le vizir peut offrir au médecin ce couteau pour faire la saignée au sultan. Seulement, le médecin il prépare le bras et puis il suspend son geste, il jette ce couteau et puis il prend son couteau à lui. Alors le vizir qui voit son plan en train d'échouer, et il s'adresse au sultan, mais regarde, cet homme, il te manque de respect, je lui donne un couteau en or, et lui, il va te saigner avec un petit couteau qui a peut-être saigné tes gosses, il faut le mettre en prison, il faut le punir. Le sultan est un sage, on l'a déjà dit. Alors, il demande une explication au médecin, et le médecin lui dit, voilà, j'ai vu partout que tu as écrit, sois toujours prudent, ne prends que ce que tu connais. Et moi, mon couteau en or, moi je le connais pas. Alors, j'ai jugé plus prudent de prendre mon couteau à moi, qui me sert à saigner mes patients depuis tant d'années. Alors le sultan veut vérifier le couteau et il le fait essayer, si on peut dire, sur un chien errant. Le chien est saigné et il meurt immédiatement. Et le sultan condamne ce vizir à mort et il est exécuté en étant saigné avec ce couteau. Mais l'histoire continue. Parce que, de son côté, notre petit juif là, il avait vendu ses conseils. Et oui, ça avait marché. Puis ça, c'était dans 3 ou 4 jours. Il avait un petit pécule comme ça. Il était dans des pensées heureuses. Je vais pouvoir acheter tout ce qu'il faut. Je vais offrir un cadeau à ma femme. Et il est emmené
À ce moment-là, par les gardes, les sbires, les gardes du sultan, il est emmené au palais. Il est emmené au palais et jeté devant le sultan. Alors il tremble comme une feuille. C'est un très mauvais signe quand vous êtes amené comme ça devant l'autorité. Mais le sultan, il a son fils à côté parce qu'il veut lui donner une leçon. Et il demande à l'homme là par terre, là, à plat ventre, il lui dit, dis-moi combien je vaux. Combien je vaux? Le pauvre, il n'ose pas répondre. Vous vous rendez compte? Une telle question qu'on lui demande à lui. Bon, le sultan lui dit, on te fera rien, dis-moi. Alors l'autre trouve une formule, écoute, je ne peux pas dire quelle est ta valeur au sultan, si tu mettais un tas d'or au plus haut que moi, eh bien on n'aurait pas encore l'idée de ce que tu vaux, ô grand roi. Ah, ça le sultan, et ça flatte son orgueil, un tas d'or haut comme ça, il dit d'accord. Et il fait verser là un tas d'or qui monte, ah, il dit c'est bon. Et il regarde l'homme et il lui dit tiens. C'est pour toi. Oh, le pauvre petit juif, il comprend rien. Alors le sultan est obligé de lui répéter. Oh, c'est pour toi. Et il comprend rien du tout. Mais il ne fait pas répéter une troisième fois. Il demande un sac, on lui met l'or, il demande une brouette et il ramène tout sa tort chez lui. Et à partir de ce moment-là, la fête de Pessah, il a pu la fêter dignement, il a pu s'acheter tout ce qu'il fallait, offrir tous les cadeaux qu'il fallait à sa femme, et il a été heureux parce que cet homme-là, la seule chose qui manquait à son bonheur, c'était l'argent. Et on sait que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Quelle sagesse! Alors, Sonia Koskas, nous allons, le temps passant très vite, on pourrait vous entendre des heures. Si vous permettez, la cerise sur le gâteau, nous allons terminer par la fille du boulanger, le prince Jonathan. Alors ça, on va essayer de faire. On va la faire à deux. Parce que c'est une histoire qui est assez longue. Alors. Elle est liée aux autres histoires. Bon, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle le prince Jonathan parce qu'il est beau comme un prince, mais qui en réalité n'est que le fils d'un cordonnier qui a fait de fortune. En face de son palais, enfin de cette riche maison dans laquelle il habite, il y a une boulangerie. Et dans cette boulangerie, il y a une boulangère qui est une jeune fille, la fille du boulanger. Et ce jour-là, la boulangère, elle est sur le pas de sa porte, elle voit passer la demoiselle, la diseuse de Bonaventure, et elle lui demande de son avenir. Et la diseuse de Bonaventure lui dit, tu épouseras le prince Jonathan, ce voisin, si beau jeune homme. Et pour la remercier, pour la payer, la boulangère lui donne une petite bouteille d'huile et un petit pain, ce qui est important pour la suite. Jonathan, quand il entend ça, ça ne lui plaît pas du tout. Il n'a pas envie du tout, lui, d'épouser une boulangère. Alors, il va se planter devant elle en lui disant tu vas pas m'épouser, certainement pas, parce que moi, je vais épouser ma cousine. Et la boulangère se trouble pas, elle lui dit très bien, toutes mes félicitations, Mabrouk. En réalité, il la connaissait pas, sa cousine. Elle habitait à l'autre bout de la Tunisie. Il la connaissait pas du tout. Mais piqué au vif comme ça, il voulait n'importe quoi plutôt que la boulangère. Alors là, je vais accélérer parce que l'histoire est assez longue. Il demande la main de sa cousine seulement. L'oncle lui fait une condition. Il lui dit, je te donne ma fille, mais seulement, toi, c'est une jeune fille très pudique, le soir de ses noces, il faut que tout soit éteint. Et lui, il dit oui. Parce que la fille était affreuse. La fille était affreuse et il ne le sait pas. Il rentre et là, on va avoir alternativement, au fur et à mesure des épisodes de l'histoire, tout un échange verbal qui est toujours un peu le même entre Jonathan et la boulangère qui le mène par le bout du nez, parce que lui essaye de se débattre contre elle, il lui impose la cousine, et chaque fois il lui dit voilà, moi je vais maintenant épouser la cousine, et puis on a fait la hana de ma cousine, et puis les fiançailles, et puis ceci et puis cela. Or, ce qu'il y a dans l'histoire, c'est que la fille, la cousine est tellement laide que pour les fiançailles et ensuite pour le mariage, on n'ose pas la montrer en public. Et chaque fois, c'est la jolie boulangère qu'on va prendre comme doublure, en quelque sorte. Ce qui fait que c'est elle qui vit la c'est elle qui est fiancée, c'est elle qui ensuite est mariée à Jonathan. Et lui ne voit rien. Seulement, au moment de
mariage, au moment où il va retrouver sa femme dans sa chambre, on a remis la femme légitime, entre guillemets, la cousine, à sa place. Et quand il va découvrir que la femme qu'on lui donne n'est pas celle qu'il a épousée, il va l'abandonner là, il la prend, il l'accroche au lustre dans la chambre et il retourne à sa chambre de garçon, il se claque mur, il parle plus à personne et il reste là. Alors là, il y a une scène qui est très drôle dans l'histoire, hein. C'est cette histoire où la mère de la mariée qui a enfin réussi à caser sa fille va venir le petit matin après la nuit de noces pour apporter le café avec les gâteaux, aller avec les musiciens, elle vient frapper. Est-ce que vous permettez, Sonia, que je raconte ceci en arabe? Allez. Je vais vous dire pourquoi. J'ai baigné toute mon enfance, ma mère me racontait cette histoire. Et d'ailleurs, il y a un étrange parallélisme avec l'histoire de Jacob dans la Bible. Bon, mais c'est surtout le fait que la maman de la mariée donc arrive le matin, comme vous disiez, avec qahwa, maqroud, baklawa, et puis tabal zokra, donc l'orchestre, elle est derrière la porte et elle dit aux musiciens Odrob ya tabal, et la fille qui est suspendue au lustre, qui est accrochée au lustre, qui crie Yommi, Ommi, Mkhanqa, qui veut dire je suis étranglée. Mais la mère, comme par le jeu des gutturales, comprend Yommi, Mkhanqa, je suis enlacée, donc baignant dans le bonheur. Et entendant Mkhanqa, elle continue de hurler aux musiciens Odrobiet tabal, benti Mkhanqa, et la gamine, enfin la jeune femme qui hurle Mkhanqa, je suis étranglée. Et je trouve que ce jeu des gutturales, des inversions de lettres en arabe, qui existe aussi en hébreu, est magnifique. Oui, tout à fait. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Après, on va découvrir le poteau rose. Et bon, on va découvrir le poteau rose. Évidemment, la pauvre cousine va rentrer chez elle. Et notre prince Jonathan va finir par craquer, par dire voilà, moi je veux épouser la boulangère. Alors on est un peu gêné, on se dit quand même, nous, une bonne famille comme nous, Jonathan épouser une boulangère, mais lui c'est ça ou la mort. Si vous me donnez pas la boulangère, je meurs. Alors on accepte et on refait le mariage, hein, parce qu'on est des gens riches, on refait une fête. Et voilà, notre boulangère officiellement mariée à Jonathan. Seulement elle, c'est une fine mouche avec tout ce qu'elle lui a fait subir avant dans leur dialogue, elle se méfie. Elle fait confectionner par son père, enfin elle confectionne dans le fournil une poupée à son image, une poupée de pâte avec un cœur de miel. Et elle glisse cette poupée dans son lit de noces. Et elle se dissimule. Et quand Jonathan arrive dans la chambre nuptiale, il lui en veut tellement qu'il voit cette poupée, il y a un dialogue avec elle, tu m'as menti, tu m'as mené par le bout du nez, tu t'es moqué de moi, et chaque fois la poupée qui est actionnée par des ficelles répond oui. Oui, je me suis moqué de toi, oui ceci, oui c'était moi qui ai pris la place, etc. De colère, lui il prend un couteau et il le plonge dans le cœur de la poupée, et le cœur de miel explose et le miel est projeté partout jusque sur le visage et la bouche de Jonathan. Et Jonathan, il goûte le cœur de sa fiancée, de son aimé, et c'est là qu'il prend conscience et il s'écrie qu'il était doux le cœur de ma fiancée. Et moi, je l'ai tué, je suis un misérable. Il ne me reste plus qu'à mourir à présent, et il va pour retourner le couteau contre lui. Quand Zubaïda, la boulangère, sort de sa cachette, arrête son bras, arrête son geste et lui dit non, tu n'as tué qu'une poupée, je suis bien vivante. Et lui, il est vaincu. Il tombe à ses pieds, il enlace ses jambes et lui dit cette fois tu m'as achevé. Et évidemment, à partir de là, ils ne peuvent être qu'heureux et toute leur vie n'a été que sucre. Que c'est beau! Merci Sonia Koskas. Alors je voudrais rappeler quand même. Donc ce recueil a paru chez l'Harmattan pour 500 rials d'or, la fortune de Shah. Mais je voudrais rappeler aux auditeurs qu'il va y avoir 2 spectacles pratiquement. Le 21 mars à Arcueil, dans le cadre de l'amicale juive d'Arcueil. Voilà. Et alors c'est 2 mardis, donc c'est le 28 mars, le 2e mardi chez l'Harmattan. Voilà. Hein, le 28 mars. Voilà, le 21 mars, c'est Arcueil. au centre Marius Sidor d'Arcueil. Et le 28 mars, c'est au 21 bis rue des Écoles, dans les locaux de l'Harmattan, c'est à 7h.
Et vous Voilà. pourrez écouter Sonia Koskas, conteuse. Merci Sonia. Merci beaucoup Monique. À très bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.